amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Content de vous retrouver ce soir, vendredi 26 décembre, pour cette dernière de l'année avec Monsieur Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Que cette dernière soit la meilleure. Alors, attendez, que je me trompe pas, la semaine prochaine, on sera combien? Ouais, on sera le 2, ouais, effectivement. Donc, c'est la dernière de l'année. Oui. C'est la dernière de l'année. Donc, bonsoir à tous. Content de vous retrouver pour cette dernière de l'année 2025 avec notre fidèle Monsieur Jacob Cohen. Je vous invite bien sûr toutes et tous à partager le live un maximum et que ce soit sur Twitter, TikTok ou YouTube, vous avez la possibilité de participer avec nous. Je vous mettrai le lien sur YouTube. Et pour celles et ceux, bien sûr, qui veulent soutenir la chaîne, vous avez le petit bandeau là en bas. N'hésitez pas. Monsieur Cohen, j'espère que vous Oui, allez bien. Alors, je vous laisse développer oui. cette, Cette semaine, peut-être allez-y. que l'information ne vous a pas échappé. 14 États très importants, hein, des pays importants comme l'Allemagne, la France, le Japon. Je ne sais pas s'il y avait la Grande-Bretagne, je ne me souviens plus, mais en tout cas des pays importants ont demandé à Israël, ont exhorté Israël de cesser, parce que Israël avait proclamé, avait lancé la création de 24 ou 26 nouvelles colonies, enfin, en Cisjordanie. Et donc, c'est une information qui a été reprise par tous les médias, enfin, par les grands médias. Voilà, j'ai les quatre, c'est le Canada, le Japon, donc c'est quand même des pays importants. Alors, vous avez le Danemark, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, l'Islande, etc. Bon. Évidemment, vous vous souvenez de la reconnaissance, beaucoup de ces pays qui sont cités ont, au mois de septembre, vous vous souvenez, fait tout un spectacle, son et lumière, sur la reconnaissance de l'État palestinien. Euh, la France, enfin, ça a duré presque, il y avait un suspense insoutenable. On dirait que ça allait changer la face du monde. Bon, heureusement, les vidéos existent. Je vous ai dit au mois de septembre que c'était une arnaque, un mensonge éhonté, une escroquerie politique et intellectuelle, diplomatique. Et donc, si ces 14 pays voulaient vraiment peser sur Israël, ils en ont les moyens. Vraiment, ils en ont le moyen, des moyens colossaux. Mais c'est juste du cinéma. Voilà. Il y a d'abord le fait, je vous le dis souvent, que les États sont des monstres froids. Il ne faut jamais leur faire confiance. C'est-à-dire que ce sont des États qui, pour des raisons, pour diverses raisons, on peut en toucher quelques mots, n'ont pas du tout envie de gêner l'expansion israélienne, de gêner la force israélienne. Voilà. Mais il faut quand même sauver les apparences, faire semblant. Et donc, il faut une déclaration qui est vide de sens. Le problème, c'est que il y a bien sûr des gens qui vont marcher. Soit bon, l'autorité palestinienne qui va faire semblant d'être contente, ou des pays arabes qui vont exprimer leur satisfaction hypocritement. Et puis les médias s'en donnent à cœur joie, genre voilà, attention, on ne se laisse pas faire, on fait respecter le droit international. Enfin bon, on a joué une pièce de théâtre, voilà. Cette pièce de théâtre, pourquoi? Parce que chacun jouait son rôle. Les Européens ont dit qu'ils étaient
terriblement choqués. Ils n'ont pas dû dormir, les pauvres diplomates européens. Et les médias s'en sont donnés à cœur joie. Enfin, je pense, tous les médias en ont parlé. En tout cas, je ne les lis pas, je ne les regarde pas, mais je les survole comme ça. Et donc, c'était une grande nouvelle. Bon, il faut donner l'impression, il faut donner l'illusion aux gens que leur État se préoccupe du droit international. Et Israël a joué son jeu aussi. Vous savez, c'est une pièce de théâtre, ce sont des répliques, des rôles. Chacun a son rôle à jouer. C'est-à-dire, les pays européens expriment leur indignation, les médias montent ça en, comment dire, ils en font tout un truc qui est vide de sens, parce que ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà. Et Israël joue aussi son rôle, c'est-à-dire, en fait, les rôles sont distribués. C'est comme, vous savez, quand on joue une pièce de théâtre, on dit, bon, voilà, toi, tu vas jouer ce rôle, et l'autre, il va jouer ce rôle, etc. Et les Israéliens ont joué le rôle, ah, mais nous avons le droit de construire dans la terre d'Israël, sur la terre d'Israël, etc. Et que, alors, moi, je vous rappelle une chose, c'est que les Israéliens ont un très bon argument. Je ne sais pas si les médias en ont parlé. En fait, euh, juridiquement parlant, et ça, je vais choquer peut-être quelques personnes, juridiquement parlant, les Israéliens, ce qu'ils font en Cisjordanie, les constructions ne sont pas illégales, ne sont pas contre le droit international. Pourquoi? Parce que les principales colonies, c'est-à-dire que les 95% des colonies, ce sont des grandes villes. Ce sont des villes de presque qui font entre 60 000 et 100 000 habitants. Il y en a 6. D'accord? Il ne faut pas imaginer des colonies genre un campement de 500 maisons. Il y a 6 villes qui font entre 60 000 et 100 000 habitants chacune. D'accord? Donc avec des quartiers industriels, des universités, etc. Enfin, je veux dire vraiment des villes importantes. Ça y est, il y a beaucoup de villes en Israël qui font moins de 20 000 habitants. Et donc, ces villes sont construites où? En Cisjordanie, pas n'importe où. Vous savez, quand les accords d'Oslo ont été signés, Yasser Arafat, dans un geste de très bonne volonté et de générosité extraordinaire, et l'histoire lui en sera reconnaissante, a offert à Israël la souveraineté totale et absolue sur 60% de la Cisjordanie. Je répète, l'autorité palestinienne, Yasser Arafat a offert à Israël l'autorité totale et absolue sur 60% de la Cisjordanie. C'est ce qu'on appelle la zone C. On a divisé la Cisjordanie en 3 zones. Regardez, enfin bon, le rapport de force, il a été terrible à ce moment-là. L'autorité palestinienne avait l'autorité sur la zone A, une autorité exclusive sur la zone A qui faisait 10% de la Cisjordanie, et la zone B est une souveraineté conjointe sur 30%, 20%, 20, non, attendez, 60, 10 et 30, voilà. Donc, cette zone C, elle appartient, la souveraineté de cette zone C a été reconnue par les accords d'Oslo, accords déposés au sein de l'ONU et reconnus par l'ONU. On est bien d'accord. Donc, cette zone est sous souveraineté israélienne. Je ne vois pas ce qui pourrait, quand on a la souveraineté sur un territoire, on peut construire dessus. Donc, en fait, l'arnaque, c'est ça la subtilité, je ne sais pas si c'est subtil, mais c'est tellement
Je veux dire, vous écouterez les médias, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui vous le diront. Enfin, je parle des grands médias, des médias de grand chemin, comme on dit. Moi, j'écoute régulièrement Arte, le bulletin d'information, il ne le dit jamais. Il cache ce genre de truc, c'est pas bien de le dire. Mais en fait, Israël a obtenu 60% de cette zone C, une souveraineté exclusive, totale et absolue. Et donc, et les Israéliens ont dit à ces États qui protestaient, enfin, qui faisaient semblant de protester, évidemment. Je vous rappelle que c'est une pièce de théâtre qui se joue régulièrement. Hein. Vous savez, ça fait 20 ans. Ben, je sais pas, moi, je suis la politique israélienne depuis je sais pas combien d'années. Et cette pièce de théâtre se joue régulièrement. À chaque fois qu'Israël lance comment dire, une campagne de construction en Cisjordanie, c'est le même schéma qui se rejoue. Voilà. Et donc, les Israéliens ont dit, mais écoutez, c'est notre zone à nous. Et puis, ils ont ajouté la petite touche d'antisémitisme. Ça, c'est, comme on dit, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. C'est de l'antisémitisme d'empêcher les Israéliens de construire sur leur terre. Bon, voilà. Donc, ceux qui rêvaient, parce que, bon, évidemment, les sites pro-palestiniens se sont enflammés. Bon, malheureusement, enfin, je veux dire, vous savez, dans le peu d'estime dans lesquels je les tiens. Bon, malheureusement, parce que, bon, enfin, bon, voilà. Donc, ils sont enflammés. Et l'autorité palestinienne, évidemment, mais voilà, ils vont construire de 24 ou 25 nouvelles colonies dans un an. De toutes les façons, ça ce sont des nouvelles colonies. Ça, c'est en dehors des constructions. Je vous rappelle juste un chiffre. Vous allez voir à quel point toutes ces situations frisent le ridicule. Au moment des accords d'Oslo, il y avait 100 000 colons dans toute la Cisjordanie, Jérusalem comprise. Aujourd'hui, il y a 900 000. D'accord? Donc, qu'ont fait les accords d'Oslo? Ils ont rendu la colonisation a été multipliée par 900%. D'accord? Donc, les accords d'Oslo ont rendu la colonisation et l'occupation, comment dire, ils l'ont fait passer avec douceur, voilà. C'est un suppositoire qui a été avalé avec délicatesse, voilà. C'est ça le génie sioniste. Je suis désolé de le dire, mais ça le génie sioniste. C'est-à-dire, ils ne sont pas mis, voilà, on va tout occuper. Pas du tout, au contraire. Ils font ça tout doucement, tranquillement. Ils grignotent, ils harcèlent. Enfin, c'est terrible les images qu'on voit, par exemple, ces derniers temps. Aujourd'hui, c'est quasiment. Avant, ils faisaient quand même gaffe, les Israéliens. Maintenant, ils envoient les bulldozers arracher les oliviers, tuer les moutons, détruire une maison. Enfin, ils se livrent vraiment, on se croirait dans l'Algérie des années 50. Voilà, c'est-à-dire les ratonnades. Enfin, ils se donnent. Voilà, ils se donnent libre cours. Il n'y a rien qui les arrête. Par exemple, enfin, et la justice israélienne, elle est d'une douceur terrible. Il y avait 3 Israéliens, je n'ai pas mis le poste, parce que des fois, je suis tellement écœuré que même ce genre d'informations, je laisse tomber. Il y a 2-3 jours, il y a 3 Israéliens qui ont été arrêtés parce qu'ils avaient tabassé un bébé palestinien. Vraiment tabassé, etc. Bon. Vous savez ce qu'on leur a fait? Ils ont été assignés à résidence. Voilà. C'est-à-dire, ils sont allés à Jaffa. Jaffa, c'est une ville, enfin, c'est un quartier arabe israélien, enfin, historique, à côté de Tel Aviv. Bon. Et tout est fait pour rendre, même si ce sont des Arabes israéliens, on leur met des bâtons dans les roues pour qu'ils s'en aillent. Voilà. Donc,
Moi, j'avais de la famille qui habitait à Jaffa. Et donc, petit à petit, les Juifs s'installent, enfin, depuis longtemps, bien sûr. Et donc, il y a trois jeunes Juifs qui n'habitent pas à Jaffa et qui sont allés à Jaffa, qui ont agressé un bébé ou un petit enfant palestinien, assez gravement. Et ils ont été relâchés. Enfin, ils ont été d'abord mis en détention, puis relâchés, très vite, en une journée. Et ils ont été assignés à résidence. Quelle punition terrible! Donc, on assiste vraiment à un colonialisme. Vous savez, moi, je connais, enfin, le colonialisme, l'occupation sioniste était quand même beaucoup moins voyante, beaucoup moins dure comme ça, violente. Là, aujourd'hui, ils ne s'en cachent plus. Enfin, regardez par exemple, il y a un village chrétien qui s'appelle Taïbé, et il est régulièrement attaqué, les voitures incendiées, etc. Enfin, il se livre à des exactions, c'est voilà, incroyable. Et malheureusement, on a des déclarations comme celle des 14 pays. Voilà. Évidemment, la Ligue arabe y est allée de sa déclaration. Et il faut bien quand même, la Ligue arabe, elle a condamné. Je pense que Netanyahou, ça ne l'a pas empêché de dormir, a condamné enfin, la création de ces trucs. Et voilà, malheureusement, le monde, il s'est plié. C'est ça, c'est terrible, cette logique internationale. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de loi internationale, il faut être fort. Voilà. Et malheureusement, les Arabes, enfin, quand je dis les Arabes, le monde arabe, disons, voilà, il aurait pu être fort. Voilà. Et de toutes les façons, pour moi, l'autorité palestinienne aurait dû démissionner. Voilà. C'est la moindre des choses. Or, elle avale les couleuvres les unes après les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé des collabos. Ils ont trouvé le sosie de Pétain, qui est à Ramallah et qui est très content de lui. Très content de lui. Vraiment, Mahmoud Abbas, il est hyper heureux. Il croit qu'il va avoir son État. Mais, enfin, je ne sais pas s'il croit, mais bon. Donc voilà la situation, elle est dramatique. Vous savez, j'essaye de. C'est pas que j'en ris, je ris jaune, mais voilà, il faut être réaliste. La situation, elle est ce qu'elle est. Hein, il ne faut pas se faire d'illusions. Euh, les Israéliens, euh, ceux qui pensent faire la paix avec eux, sont soit des traîtres, soit des crétins, soit des fous, soit des cyniques, mais en aucun cas on ne peut arriver à la paix avec le régime sioniste. Voilà, le sionisme est incompatible avec la paix. Ça, il n'y a pas. On aurait pu, enfin, on aurait pu penser il y a 30 ans, mais aujourd'hui, croire qu'on peut arriver à la paix, c'est, comme j'ai dit, soit être fou, crétin ou machiavélique. Voilà, Wally, s'il y a des questions, je suis prêt à répondre. Alors merci, Monsieur Cohen, pour votre entrée en matière. Et ça démontre clairement, Monsieur Cohen, que vous n'êtes pas du tout sioniste. Ah ben, j'espère bien. Ah, parce qu'il y en a encore qui pensent que vous l'êtes, Monsieur Cohen. Ah, Je, écoutez, je vois passer des commentaires là. Bon, je pourrais peut-être vous en lire un ou deux, mais voilà, il y en a encore qui pensent que vous êtes. mais peut-être que c'est une blague, non? Ou bien il Non, le non, dit pas du sérieux. tout. Non, 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 non. C'est pas une blague. Ils pensent vraiment au fond d'eux, hein, que vous êtes sioniste, Monsieur Cohen. Ben, écoutez, je vais apporter un certificat du Mossad, comme quoi je ne le suis pas. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, concernant cette Oui, histoire de colonisation, comment vous l'expliquez que depuis les événements du 7 octobre, elle s'est accentuée encore? parce que le 7 octobre, pour moi, enfin, en tout cas pour beaucoup d'observateurs, ça a été un coup monté, ou en tout cas, c'était, comment dire, ils avaient prévu le coup, ils l'ont laissé faire et même probablement ils l'auraient encouragé. En tout cas,
on ne saura jamais la vérité. Vous savez que en Israël, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose de terrible qui est arrivé, par exemple, la guerre de Kippour. Vous savez, la guerre de Kippour, après les Israéliens, par surprise. Et les Égyptiens avaient foncé sur Gaza, sur le Sinaï, et ils ont fait une commission d'enquête. Et cette commission d'enquête était présidée par le président de la Cour suprême. Lorsqu'il y a eu l'invasion du Liban, avec, enfin, 82, bon, je ne vais pas vous faire l'historique avec Sabra et Shatila, etc., il y a eu une commission d'enquête, présidée par le président de la Cour suprême. Ça veut dire une garantie de neutralité, de sérieux, etc., etc. Or, cette fois-ci, le gouvernement israélien, depuis 2 ans, refuse toute commission d'enquête. Et il vient de donner un accord pour une commission d'enquête. Mais elle sera dirigée par quelqu'un nommé par Netanyahou. Ça veut dire qu'on va chercher à enterrer les responsabilités des politiques. Donc, ça veut dire que, on le sait aujourd'hui, les autorités israéliennes ne veulent pas qu'on sache ce qui s'est passé le 7 octobre. Voilà. Pourquoi des régiments ont été enlevés autour de Gaza? Pourquoi pendant 5 ou 6 heures l'armée n'est pas intervenue alors qu'elle est à 20 km, 10 km? Comment ça se fait que tous les signaux d'alarme n'ont pas fonctionné, ou en tout cas apparemment? Donc, il y a eu, et puis il y a eu la moitié des Israéliens qui ont été tués par les soldats israéliens. Donc, en fait, on a, on a voulu, on a voulu cette opération-là. Voilà. Mais Monsieur Cohen, en disant ça, Oui, je vous coupe 2 secondes. En disant ça oui. sur si vous seriez invité sur des médias mainstream, vous seriez taclé de complotiste. Bon, je suis rassuré, je ne serai jamais invité, donc ça va, il n'y a pas de problème. Mais je suis pas enfin, d'abord, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup d'observateurs qui le disent, notamment américains, etc. Loin de là. Au contraire, moi, je me suis inspiré de leurs conclusions, de leurs observations, de leurs témoignages. Mais j'ai vu des vidéos en hébreu. Je comprends assez l'hébreu. J'ai vu des vidéos en hébreu d'Israéliens qui l'ont dit, et pas qu'un, plusieurs l'ont dit, des officiers l'ont dit. Donc je veux dire, c'est pas du complotisme, c'est une réalité. Donc, pourquoi ils l'ont fait? Un pour Gaza et l'autre pour la Cisjordanie. Donc en fait, ce qui se passe en Cisjordanie, ils profitent de ce qui s'est passé le 7 octobre pour donner un coup, pour, comment dire, accélérer le départ, en tout cas une nouvelle épuration ethnique. Bon. Il se trouve qu'à Gaza, bon, ils pensaient que l'Égypte, sous la pression, allait ouvrir ses frontières. L'Égypte ne l'a pas fait, mais de toutes les façons, pour moi, Gaza est enfin, quasiment perdu pour les Gazaouis, parce que les conditions de vie sont telles, enfin, ou les conditions de non-vie sont telles, je vois mal comment une population comme ça peut survivre, peut subsister. Voilà. D'autant plus qu'aucun État n'a remis en cause le contrôle des frontières de Gaza. Ça veut dire c'est Israël qui dicte ce qui peut rentrer ou pas à Gaza. Les médicaments, les matériels de construction, etc. L'Égypte ne lève pas le petit doigt. Donc aucun État arabe n'ose contredire ou aller contre la volonté d'Israël. Et donc ce qui se passe en Cisjordanie, ça a été un coup d'accélérateur voulu, espéré grâce au 7 octobre. Ça veut dire que avant, on prenait des pincettes, etc. Mais là, c'est vraiment, on a lâché les chiens sur sur les malheureux Palestiniens qui ne sont pas protégés ni par l'autorité palestinienne. Et donc, bien sûr, bon, les Israéliens n'ont pas fait comme en 48, ils n'ont pas chassé
les Palestiniens de Cisjordanie en une semaine. 2 millions, ça aurait fait mauvais effet. Voilà. Mais ils sont en train, depuis 2 ans, ils font ce qu'il faut. Probablement, moi je suis sûr qu'il y a des milliers de Palestiniens de Cisjordanie qui ont dû partir. D'abord, vous savez, avant le 7 octobre, il y avait quelque chose comme 200 000 Palestiniens qui travaillaient en Israël. Ces 200 000 Palestiniens de Cisjordanie, on leur a interdit de venir travailler. Donc, du jour au lendemain, ces familles palestiniennes n'avaient plus d'argent. Parce que quand on travaille, on a un salaire, etc. Donc, et les Israéliens font venir des travailleurs. Vous imaginez le cynisme des Israéliens. Ils font venir des travailleurs de Thaïlande, des Philippines, d'Inde. Ils ont passé un accord avec l'Inde pour faire venir des dizaines de milliers de travailleurs. Et donc, ils poussent les Palestiniens de Cisjordanie comment dire, au chômage, à la pauvreté, à la famine. Parce que, bon, quand on ne gagne pas d'argent, bon, comment on va survivre? Donc, en fait, ils font tout, et ce n'est pas seulement les violences, c'est la violence économique, c'est-à-dire enlever toute espèce, enfin, de subsistance à ces Palestiniens. Et donc, les obliger à partir. Parce que, bon, il y a beaucoup de familles qui se disent, bon, on va crever ici. Alors, il y en a qui ont des métiers quand même en Cisjordanie, qui sont médecins, avocats, universitaires, etc., etc. Donc, ben, ils vont en Jordanie, ils s'exilent. Voilà. Donc, en fait, malheureusement, c'est une politique qui est faite pour, quand vous avez des paysans à qui, enfin, aujourd'hui, j'ai vu une vidéo terrible, des bulldozers qui arrachent des oliviers et la femme palestinienne qui est désespérée comme ça. Enfin, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là quand on leur enlève le petit lopin de terre sur lequel ils subsistaient, etc. Voilà. Donc, c'est une politique qui va les obliger à partir. Mais ce sont des départs qui ne se voient pas. C'est-à-dire, ou en tout cas, les médias ne vont pas mettre le projecteur dessus. Donc, tout ce qui s'est passé après le 7 octobre, ça a été justement fait pour donner un coup de balai, je m'excuse pour l'expression, mais donner un coup de balai et éviter le maximum de personnes de ces territoires. Merci, M. Cohen. Alors, nous avons quelqu'un qui voulait prendre la parole. Bonsoir, Lyon 2. Ton micro. Bonsoir tout le monde, bonsoir. On t'écoute. En fait, je suis en train de zapper par hasard et je tombe sur ce live qui est antisémite par excellence et qui vise une personne. Antisémite Franchement, oui, avec tous les arguments qu'il a exposés, le monsieur. Ben, M. Cohen, alors, il est juif, comment il peut être antisémite? Franchement, moi, je ne suis pas là pour exciter les passions, monsieur. Je suis anonyme. Je ne cherche pas à gagner une base de fans ou des likes ou n'importe. Monsieur André Azoulay est un fervent défenseur du Maroc, avant qu'il soit fervent défenseur d'Israël, pour le préciser. Le monsieur, il avait évoqué un colonialisme. Je lui rappelle que monsieur André Azoulay est un Marocain. Il est né au Maroc et c'est un Marocain. Donc, je m'interroge sur la forme de ce colonialisme qui relève, bien sûr, de l'imaginatif, beaucoup plus que du concret, vu que je suis marocain moi-même. Voilà, et c'est méchant, c'est très très méchant, parce que ça relève de la diffamation. D'accord. Il y a des tribunes où il peut exposer, bien sûr, son opinion, sans froisser, sans faire
la diffamation, bien sûr, parce que là, ça relève de la diffamation. C'est. Très bien. Alors, merci. On va laisser M. Cohen réagir peut-être. Allez-y, M. Cohen. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis méchant, donc voilà. Ben oui, c'est terrible, hein, la méchanceté. Eh oui, hein. Le destin m'a donné cette dimension de méchanceté. Je suis méchant. Voilà. J'ai répondu, ça va? On passe à une autre question. D'accord. Alors, M. Cohen, concernant Oui. cette histoire-là des 14 pays là, qui exhortent à l'entité sioniste d'arrêter sa colonisation, là, mais en plus, il faut rappeler qu'il y a bien des résolutions qui ont été adoptées par le passé qui demandent justement à Israël de quitter ces territoires de la Oui. Cisjordanie et tout ça. Comment se fait-il que après, parce qu'il y a dans l'article qu'on a montré tout à l'heure, il y a la résolution 2334 hein, qui date déjà de 2016. Ça fait bientôt 10 ans. Écoutez, il y a une résolution qui date de 1969, la résolution 242 du Conseil de sécurité, pas de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité, 1969. Voilà. Et qui demande à Israël de se retirer des territoires conquis militairement en 67. Donc, encore une fois, c'est la preuve que ceux qui tablent, que ceux qui croient qu'avec le droit, ils vont y arriver, ils se mettent le doigt dans l'œil. Voilà. Certes, c'est important d'avoir une résolution de son côté. On peut s'appuyer dessus pour faire des campagnes, mais si on s'appuie uniquement sur les résolutions, eh ben, ça peut durer 50 ans, 100 ans. Voilà. Donc, j'invite, enfin, vous savez, je le dis souvent, j'invite ceux qui défendent les Palestiniens à ne pas s'endormir sur le pouvoir des résolutions. Voilà. Très bien. Alors, M. Cohen, on sait que depuis les événements du 7 octobre, encore, je le rappelle, Israël a été quand même sur pas mal de fronts et donc Oui, a dépensé énormément d'argent, oui, militairement parlant, hein, sans oublier l'aide des pays occidentaux comme les États-Unis, hein, qui ont octroyé en 2025 pour l'équivalent de 3,3 milliards de dollars d'armement. Eh ben, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais là, mercredi dernier, le Parlement de la Knesset voilà, a adopté un nouveau projet, un budget pour les 10 années à venir à hauteur de 350 milliards de shekels, équivalent de 95, à peu près 95 milliards de dollars, d'euros, oui, pardon, alloués à l'industrie de l'armement. oui. Oui, oui, je suis au courant, oui, oui. Voilà, il y a vraiment une volonté de développer Alors, tout l'armement. à fait. Allez-y, je vous laisse. Allez-y. Oui, alors, d'abord, il faut savoir que depuis Obama, enfin non, même avant Obama, Israël recevait 3 milliards chaque année, comme ça, cadeau. Bon. Et depuis Obama, c'est 3 milliards 8. Ça, c'est le chèque annuel. Maintenant, donc sur 10 ans, ça fait déjà 38 milliards qui peuvent être, euh, comment dire, déroutés vers ce projet. Maintenant, il y a, comment dire, le financement privé. C'est-à-dire, vous savez, par exemple, comment les Américains se financent? Ils vendent des obligations, d'accord? Vous savez, par exemple, la Chine, elle a, je ne sais pas combien, 1200 milliards d'obligations sur le américain, le Japon, etc. Et Israël fait pareil. Bon, évidemment, pas à ce niveau-là, mais Israël vend des obligations. À mon avis, Israël doit recueillir quelque chose comme 2 ou 3 milliards par an, comme ça.
Et puis, il y a des milliardaires juifs. La deuxième fortune mondiale, après Elon Musk, est un milliardaire juif qui a qui a la société Oracle. C'est ce type-là qui vient de racheter TikTok Amérique pour contrôler, TikTok et qu'il ne fasse pas de propagande anti-israélienne, qui a racheté CBS, une des plus grandes chaînes de télévision américaines, et qui a racheté la société de cinéma Paramount pour faire de la propagande. Donc, juste pour vous donner une idée du poids de ce type-là, quand on dit la deuxième fortune, si Elon Musk a, je sais pas, 800 milliards, ce type-là doit avoir 400 ou 600 milliards. Voilà. Mais ce sont des gens qui donnent. Voilà. Ce n'est pas comme d'autres. Je ne citerai pas, d'accord. Voilà. Eux, il n'y a pas de problème. Ils donnent. Voilà. Et donc, quand il y a eu la guerre, enfin, c'était avec l'Iran, etc., le Congrès américain a voté des milliards et des milliards de plus pour Israël, soit pour des armements, soit pour de toutes sortes. Donc en fait, cet argent-là que Israël va consacrer à l'armement, enfin à développer son industrie militaire de manière à devenir indépendant. C'est ça le projet israélien. Moi, je ne suis pas inquiet sur le financement. Vous savez, juste pour vous donner une idée, la force israélienne, on ne se rend pas compte. D'abord, c'est le 5e ou 6e exportateur d'armes dans le monde. Voilà. Juste pour vous donner une idée, cette semaine, il y a je sais pas, une grande société américaine qui a racheté une société de sécurité informatique. Enfin, je ne peux pas dire exactement ce que c'est, etc., pour 8 milliards de dollars israéliennes, qui emploie 950 personnes. 8 milliards de dollars comme ça, d'accord. Voilà, donc en fait, c'est un pays où il y a énormément d'argent, il y a énormément d'investissements, des sociétés immobilières étrangères, etc. Donc, c'est 100 milliards, ça veut dire 10 milliards par an, c'est tout à fait faisable pour Israël, voilà. Oui, oui, effectivement, hein, quand on sait que d'autres pays peuvent avoir des budgets encore plus conséquents. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, ce Cohen? Euh, Ah oui, voilà, c'était par rapport à la Turquie qui avait été Oui, bloquée justement pour les achats d'F-35. Comment, on- oui. comment, comment se fait-il que Israël peut empêcher que la Turquie s'octroie des F-35? D'autant plus que c'est un pays qui fait partie de l'OTAN. Eh ben, c'est-à-dire, en fait, ben, c'est ça la puissance du lobby, c'est qu'il contrôle le Sénat américain. Le Sénat, il y a 100 sénateurs. On peut dire, sans vraiment être complotiste, qu'au minimum 80 sénateurs sur 100 sont pour Israël. Minimum. D'accord. Voilà. Donc, on fait du lobbying et on dit aux sénateurs, parce que des contrats comme ça, ils doivent être validés par le Sénat. Le Sénat, il a comment dire, vous savez, il y a la Chambre des représentants qui a un pouvoir sur tout ce qui est financier, budget, etc. Et le Sénat sur ce qui est politique étrangère, traité, contrat d'armement, etc. Et donc, le lobby sioniste intervient auprès du sénateur pour leur dire il faut bloquer le projet de. Voilà. Bon. Après, c'est une question. Évidemment, c'est pas évident de le faire parce qu'il y a l'industrie américaine aussi, qui, quand l'industrie vend des avions,
ça fait rentrer quand même du fric. Vous savez, le F-35 qui coûte, je crois, 30 millions de dollars pièce. Donc, c'est pas rien. Moi, je ne peux pas vraiment rentrer enfin, dans tous les détails parce que je ne les connais pas, mais je sais que lorsque Israël intervient au niveau du Sénat, voilà. Et comme le Sénat, comme je dis, il est à très grande majorité pro-israélien, donc ils peuvent arriver à faire annuler ou à empêcher un contrat d'armement, disons, de cette importance-là. Est-ce qu'ils sont... Enfin, voilà un peu comment ça se passe. Mais encore une fois, je manque de connaissances précises et profondes sur ce qui s'est passé au niveau des F-35 avec la Turquie, parce que j'imagine que ce sont des négociations qui durent depuis des années. Enfin, parce qu'on n'achète pas comme ça Ah, c'était une 30. question de, c'était une question de rivalité dans la région, parce qu'en plus de ça, Oui, bien sûr. Les Turcs s'étaient procurés les S-400 russes, Oui, la défense oui, antiaérienne, et du coup, ben, elle a fait pression justement pour oui, empêcher oui. qu'elle achète les F-35 pour éviter justement comment dire, ouais, cette rivalité dans la région. Hein. Oui, parce que Ça reste une puissance dans la région quand même, l'entité sioniste, malgré tout. comme Israël, par exemple, est en train de, comment dire, de faire du lobbying pour empêcher l'Arabie saoudite d'obtenir des F-35. Voilà. Donc, mais en fait, ils vont trouver des arrangements. C'est-à-dire, ils vont dire aux Israéliens, bon, on va leur vendre des F-35, mais un peu moins. Enfin bon, je sais pas, vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des négociations qui durent des années, enfin, 1 an, 2 ans, 3 ans. On ne vend pas quand on vend 50 F-35, enfin, je veux dire, 50. Il y a je ne sais pas combien d'années de discussions, etc. Donc, mais disons sur le principe, Israël peut par exemple demander, enfin, que le contrat ne soit pas réalisé, mais mais elle le permettrait si elle obtenait, par exemple, mettons, quelque chose en compensation. Voilà. Alors, Et monsieur, voilà, par exemple, elle obtiendrait, par exemple, la moitié du budget sur l'armement des 100 milliards, par exemple, pour que le Sénat autorise la vente des F-35 à l'Arabie saoudite. Cela dit, entre nous, je ne suis pas un spécialiste des choses militaires, mais j'aimerais bien si quelqu'un s'y connaît, enfin bon, si un ingénieur nous écoute, moi je suis sûr que les F-35 qui seront vendus à l'Arabie saoudite, il y aura un dispositif électronique. Et bon, évidemment, c'est un monstre d'électronique, donc qui empêcherait cet avion de décoller s'il devait aller attaquer Israël, par exemple. Voilà. Donc en fait, je pense que les pays arabes qui achètent des F-35, bon, ils font pas preuve d'une très grande intelligence. Voilà. d'accord, monsieur Cohen, mais donc quand je disais, je parlais de rivalité, il y a aussi cette crainte par rapport à l'Iran qui est aussi voisine dans la région et qui, malgré tout, en juin 2025, avait fait quand même des dégâts dans la réplique Ah oui, iranienne. oui, bien Hein, sûr, bien sûr. plus de 500 missiles balistiques Oui, envoyés. Pas tous ont été interceptés. Je crois oui. il y a eu constaté, d'après les autorités sanitaires, 36 missiles balistiques qui ont touché, qui ont causé la mort de 32 personnes et quand même plus de 2300 habitations euh, dans, dans, dans 240 bâtiments et privant plus de 13 000 habitants israéliens. Donc, quelque part, Oui, euh, dans la région, il y a vraiment une rivalité concernant l'armement, et du coup, bah, l'entité sioniste fait tout pour garder cette hégémonie-là dans la région. tout à fait, voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'acharne sur l'Iran, parce que c'est le seul pays aujourd'hui qui est capable de tenir tête à Israël. Voilà, le seul. Voilà, les autres, ils font pas le poids, ou ils ne veulent pas faire le poids.
Mais Et le pourtant, seul ils se fournissent pas en armement américain ou même, alors peut-être russe, hein, peut-être qu'ils ont des contrats, si, l'Iran. C'est un fabricant d'armes, l'Iran, de toute manière. oui, 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 oui. Non, oui, c'est un pays, c'est un grand pays qui a des capacités aussi. Je veux dire, c'est pas du tout, pour revenir par exemple, pour faire la comparaison avec les pays arabes comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite, des grands pays arabes, eux, ils achètent du tout fait, alors que les Iraniens L'Iran, ah, sont capables les Iraniens sont capables de construire des missiles. D'ailleurs, même, ils ont vendu des missiles, des tas de missiles à la Russie. Donc, c'est un pays qui n'est pas. Voilà, c'est pas. C'est un pays qui est capable, qui a l'infrastructure, et c'est pour ça que les Israéliens veulent sa destruction ou veulent un changement de régime, mais ils n'y arrivent pas. Voilà. Et alors que les autres pays, Israël n'a rien à craindre des autres pays arabes, pour le moment en tout cas. Alors, Monsieur Cohen, il y a une question pour vous sur le chat. Est-ce que Monsieur Cohen peut nous dire si le phénomène de l'éveil des Américains au lobby sioniste peut s'étendre à la France? Alors ça va être difficile, ça sera très difficile, parce que euh, c'est, comment dire, moi je suis enfin, assez bien ce qui se passe aux États-Unis. Il y a un réveil extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est juste phénoménal. Moi, je pense, je peux dire que pas les jours, mais les années du lobby sioniste aux États-Unis sont comptées. Parce qu'il y a un mouvement de fond incroyable qui est en train de faire bouger la société américaine. Il y a des sites qui font 5 millions, qui ont 8 millions d'abonnés et qui sont d'une virulence, mais absolument hallucinante. Voilà. Mais parce que d'abord, c'est un pays qui a, comment dire, qui a un fondement de liberté qui qu'on peut pas, enfin, qu'on peut presque pas imaginer quand on est en dehors. Vous savez, il y avait une chose qui m'avait frappé quand je suis arrivé au Canada en 71. À l'époque, c'était la guerre du Vietnam. Et pour apprendre enfin, pas pour apprendre, pour me familiariser avec l'américain, je regardais beaucoup la télé américaine. Et bon, au début, évidemment, je comprenais que dalle, mais après, je commençais à comprendre et j'étais ahuri de voir en 71 déjà la liberté de ton quand, dans les interviews sur la guerre du Vietnam, etc. Moi qui connaissais un peu ce qui se passait en France, l'ORTF par exemple et tout, j'étais vraiment scié par la liberté de ton et donc, ils ont quand même cette tradition de la liberté de ton. En France, comment dire, les Sayanim ont fait main basse sur tout ce qui est média. C'est-à-dire que pratiquement, et puis ils surveillent. Dès qu'il y a un média ou quelqu'un, par exemple, regardez par exemple la terreur qu'ils exercent sur les imams, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas un imam en France qui ose dire quoi que ce soit, parce qu'il sait que s'il dit une formule tordue, enfin, qui ne plairait pas, il y a un indicateur dans toutes les mosquées, il y a des indicateurs qui répercutent les paroles de l'imam, et s'il a le malheur de dire une phrase qui ne convient pas, enfin, s'il est étranger, il peut être expulsé, même s'il est français, enfin, il aura des problèmes. Donc, en fait, il y a un système de surveillance et de terreur qui empêche et puis, comme je l'ai dit souvent, les Maghrébins, malheureusement, ils sont une force, mais qui n'est pas organisée pour se battre à armes égales. Et donc, la France, il y a une toile d'araignée qui enserre le pays et qui empêche quasiment enfin, presque toute expression. Regardez la surveillance. Enfin, je veux dire, par exemple, cette infirmière de Nice qui a fait, je sais pas quoi, enfin bon, une Iranienne qui a fait des mois de prison
Donc, en fait, il y a tout un système qui pèse et qui est très efficace d'ailleurs. Et voilà, regardez pas en Allemagne récemment, vous savez, je ne sais pas si vous savez ce qui est arrivé à Jacques Beau. Jacques Beau est un observateur suisse qui fait beaucoup de vidéos, des livres sur l'Ukraine, et l'Union européenne a pris une décision administrative contre lui. Ça veut dire elle l'empêche, sans jugement, sans rien, elle lui coupe les vivres. Ça veut dire elle l'empêche même d'utiliser l'argent qu'il a, d'utiliser l'argent pour payer le loyer. Il ne peut même pas acheter une baguette. Voilà. Et donc, en fait, c'est arrivé à un YouTuber allemand d'origine turque. Et donc, en fait, il y a un système, et c'est ça aux États-Unis, ils n'ont pas ça. Et d'ailleurs, regardez comment les Américains ont Quel réagi. prétexte, Monsieur Cohen, concernant Jacques Oui, Beau? oui. Pardon? Sous quel prétexte l'Union européenne s'est permis ça? Il n'y a pas de prétexte. Ils ont dit, voilà, ce type-là, il relaie la propagande russe, donc on le bloque. Voilà. On le Je crois qu'il y avait aussi le franco-russe Xavier Moreau. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais lui, il vit en Russie. Bon, évidemment, il sera gêné enfin, s'il vit en France, etc. Mais lui, sa vie est en Russie, sa famille, ses activités, etc. Donc, il est moins touché. Alors que Jacques Beau, moi, j'ai entendu cet Allemand d'origine turque sur une chaîne anglaise. Il est marié, il a 2 enfants. Ce type-là, il ne peut même pas payer son loyer. S'il veut faire la moindre dépense, il faut demander à la banque d'Allemagne une autorisation, même pour acheter un ticket de métro, par exemple. Enfin, je ne sais pas, c'est juste de la folie. Et donc, en fait, malheureusement, on arrive. Il y a comment dire, il y a une tradition, enfin, pas. D'abord, il y a une tradition très ultra-libérale aux États-Unis, et il y a des tendances qui. On n'aurait jamais pensé ça de l'Europe, mais finalement, quand on a vu ce qui s'est passé pendant le Covid et la suite, ce n'est pas la peine d'en parler, on voit qu'il y a quand même les germes de l'autoritarisme qui ne demandent qu'à s'épanouir en Europe. Et donc, enfin, vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez les vidéos en Grande-Bretagne, par exemple. Il y avait une dame, mais je ne sais pas, elle avait peut-être 90 ans. Ils l'ont ramassée parce qu'elle avait juste une pancarte pour la Palestine. Une dame de 90 ans, elle a été ramassée, emmenée au poste, juste parce qu'elle tenait assise une pancarte pour la Palestine. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge en Europe. L'Europe, les pays européens ont décidé qu'on ne touche pas à Israël. On ne touche pas à Israël. Voilà. Vous savez qu'en Allemagne, il y a un naturalisé allemand, parce qu'il a pris des positions pour Gaza, il va être jugé, on va lui enlever la nationalité allemande. Donc, en fait, il y a. J'ai pas l'impression qu'on va y arriver. Le problème, moi, je pense une chose, c'est que malheureusement, il y a, je sais pas combien de musulmans en Europe, il y a 10 millions, 15 millions, qui soient turcs, maghrébins, etc. Et malheureusement, ils sont mal organisés parce que s'ils formaient un lobby, ils casseraient la baraque, franchement. Ils casseraient la baraque. Voilà. Et malheureusement, ces gens sont divisés par ethnie, par pays, partout. Mais c'est ça, moi qui me. Comment dire, c'est ça que je trouve regrettable, c'est que. Enfin bon, je l'ai déjà dit, bon, on ne va pas revenir là-dessus. Et c'est dommage, voilà. Parce que s'il y avait une force de 10 ou 15 millions de musulmans qui s'organisaient en lobby, jamais ils ne se laisseraient prendre comme ça. Voilà. Voilà.
Ouais, merci Monsieur Cohen. Alors on va bientôt conclure. Alors juste pour information, je vous l'ai donné avant l'émission. Donc c'est paru aujourd'hui, je crois, ce matin. André Azoulay, donc personnalité de l'année 2025 au Maroc. Je vous partage l'article là. Vous en pensez quoi, Monsieur Cohen? Ben, ça veut dire que la normalisation, vous savez, contrairement à ce qu'on pense, les gens se disent le peuple marocain, il est contre la normalisation. Certes, il y a beaucoup qui sont contre la normalisation, mais ce sont des gens, il y a des militants. Mais on oublie qu'il y a beaucoup de Marocains. Moi, j'ai vu des vidéos, c'est presque, enfin, c'est risible. Des dizaines, des centaines de Marocains qui fêtent avec des Israéliens portant la kippa, portant des trucs. Taroudante, par exemple. J'ai vu récemment une vidéo à Taroudante. Ils dansent ensemble. Ils ont l'impression de redécouvrir. Enfin, c'est juste hallucinant. Enfin, ils redécouvrent une amitié. Les gens rêvent d'un. Beaucoup de Marocains se sont laissés prendre par ce mythe et que André Azoulay soit désigné personnalité de l'année, ça veut dire que vraiment le Maroc est entré, enfin, le Maroc officiel, le Maroc, le Marzen, le Maroc enfin, c'est pas seulement l'élite, c'est toute une partie du Maroc. Vraiment, il y a une nouvelle génération de cadres, de youtubeurs, etc., qui marchent dans la combine. Voilà. Ils pensent que c'est formidable. Et moi, je vois des vidéos, vous savez, il y a beaucoup de Marocains qui se sont laissés prendre par cette vision de fraternité. Enfin, et on réécrit l'histoire. Alors qu'André Azoulay enfin, moi j'ai fait une vidéo sur lui en 2012 ou 2013. C'est un mec du Mossad, quoi, qui était envoyé au Maroc pour faire du Maroc, voilà, il a réussi sa mission, son job. Eh ben, bravo. Je ne sais pas quoi dire. Bravo, c'est fantastique. D'accord, mais Monsieur Cohen, est-ce que, Oui. parce que c'est vrai que cette normalisation, elle pose quelques questions. Et moi, j'entends beaucoup dire de Marocains, de patriotes marocains, dire de cette normalisation que ce n'est pas une normalisation entre quand on parle des accords d'Abraham, ils parlent comment dire, de tripartite, là, ou je sais pas quoi, avec les États-Unis. Et quand on leur parle de la collaboration militaire aussi, ils nous donnent la carte de la souveraineté. Est-ce que le Maroc est réellement souverain, M. Cohen? Non, bien sûr, il est souverain. Est-ce que combien de pays sont réellement souverains? Vraiment. Ah Très oui, peu de oui. Sous influence, oui, fortement, il y en a pays beaucoup. qui dépendent du FMI, qui dépendent de la Banque mondiale, qui dépendent enfin, je ne sais pas, du commerce international sur le plan militaire, etc. Donc, non, enfin, le régime marocain a accepté cette normalisation. Évidemment, il paye un prix, mais il gagne quelque chose en retour. Voilà. Bon, ça, c'est, comment dire, c'est c'est le deal que le pays, enfin, que le régime a accepté et il a mis en œuvre. Voilà. Cela dit, il y a très peu de pays souverains réellement. Vous savez, quand on a voté les sanctions contre la Russie, c'est un grand pays, la Russie. Eh bien, on a pensé réellement, il y a beaucoup, hein, vous savez, ce qu'avait dit le maire, nous allons mettre l'économie russe à genoux, il le croyait réellement. C'est pas, c'est-à-dire, la plupart des rapports qui étaient fournis au gouvernement américain, français, britannique allaient dans ce sens. Donc, en fait, parce qu'on pensait que
ce pays ne s'en sortirait pas si, parce qu'on a les moyens. N'importe quel pays, enfin, très peu de pays peuvent résister à la pression américaine ou à la pression d'autres pays, voilà, avec les sanctions, les boycotts, etc. Et donc, voilà, le régime marocain, bon, il est possible, moi je pense, il y a des choses que nous, on ne connaît pas. Voilà. C'est-à-dire, pourquoi le roi du Maroc a accepté cette normalisation? Bien sûr, on dit le Sahara, etc., mais il y a probablement d'autres choses que nous ignorons et que peut-être nous saurons dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, quand il y aura des archives, des études, etc. Allez savoir ce qui s'est passé réellement. Vous savez, euh, un pays comme la plupart des pays, ils ont, par exemple, le Maroc a des phosphates, il doit passer des accords, il passe des accords de pêche, des accords d'armement, de financement, etc. Donc, il est lié par des tas de liens avec des multinationales, avec le gouvernement américain, etc. Donc, il n'est pas réellement libre. C'est-à-dire, dans ce monde-là, dans cet univers, tous les États sont connectés. Et donc, euh, voilà, il a accepté, enfin, le régime a accepté d'aller dans ce sens, comme d'autres pays l'ont déjà fait. Est-ce que, par exemple, est-ce que l'Égypte est un pays souverain? Bon, je ne sais pas, on peut se poser la question. Est-ce que la Jordanie est un pays souverain? Encore moins. Mais bon, voilà, donc, c'est, non, moi, je trouve que c'est l'expression des rapports de force internationaux. Voilà. Euh, il faut reconnaître qu'Israël a le vent en poupe dans le monde arabe et qu'il a réussi, contrairement, vous savez que, juste pour vous donner une idée, quand l'Égypte a signé un accord avec Israël en 79, elle a été exclue de la Ligue arabe. Est-ce que vous imaginez, aujourd'hui, c'est presque, enfin, je veux dire, un pays qui refuserait de négocier avec Israël, c'est lui qui serait mis au banc de la Ligue arabe. Voilà. Comme la Syrie, par exemple, de Bachar al-Assad, ou comme l'Algérie, peut-être, d'une certaine façon. Donc, en fait, vous voyez comment on est passé euh, d'une Ligue arabe qui tenait, enfin, pas de paix séparée avec Israël, et aujourd'hui, au contraire, enfin, ce sont ces pays-là qui donnent le ton, qui donnent le là. Voilà. Eh bien, malheureusement, c'est le rapport de force actuel. C'est ainsi, voilà. Alors, Monsieur Cohen, nous avons un Marocain, Monsieur Elbaz, qui est là. Peut-être qu'il y aurait une question, une réaction sur Je ne suis pas le sûr, je sujet. suis pas sûr de répondre si c'est de la provocation, d'accord? Alors, je ne sais pas, je lui donne la Alors, parole et on verra. donnez-lui la parole, puis on verra. Voilà. D'accord. Monsieur Elbaz, salam alaikum. Alaykoum salam. Ce n'est pas de la provocation. Et des récits comme les vôtres, on peut en avoir dans tous les sens. Je vois que Altitude a mis Azoulay donc en hebdo, Maroc hebdo. C'est la une du prochain journal de Maroc Hebdo. Donc, André Azoulay, personnalité de l'année au Maroc en 2025. D'accord. Il faut juste savoir que M. André Azoulay est un citoyen marocain. Sa confession, on s'en fiche littéralement. Il peut être juif, athée, musulman ou chrétien. C'est un sujet de Sa Majesté. C'est un royaliste, c'est un Marocain. Donc, quelle est la question? Alors, d'accord. Est-ce que tu as une question à poser à M. Cohen ou... Non, parce que M. Cohen, je vais garder le respect pour une personne de cet âge. Je ne partage pas ses idées. Ça s'appelle la démocratie et la liberté. Donc, je lui laisse la liberté de ses expressions. Mais vous savez, de l'autre côté, les Marocains
d'autres peuvent amener des contradicteurs. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous êtes libre. D'accord, merci, merci Elbaz. On a besoin on n'a plus beaucoup de temps, on est en fin d'émission. On va donner la parole à, à Ali qui est avec nous. Ali, salam alaikum. Merci, Salam. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas posé de questions. Bonsoir, monsieur Azoulay. Non, c'est monsieur Cohen. Monsieur, pardon. Je suis désolé, monsieur Cohen, excusez-moi. Je comprends pas pourquoi il n'a pas eu l'occasion de poser la question. Il avait monsieur Cohen devant lui. C'est bizarre qu'il n'ait pas posé de question. Bah, vas-y, toi, si tu en as une à monsieur Cohen, profites-en. Et, moi, monsieur Cohen, j'aurais voulu savoir un petit peu l'impact d'influence qu'a Netanyahou sur monsieur Azoulay. Oui, c'est une question intéressante, monsieur Cohen. Est-ce qu'il y a un lien entre monsieur Netanyahou et monsieur Azoulay qui se trouve qui est l'homme fort au Maroc, hein, monsieur Azoulay? C'est un lien qu'on ne connaît pas, donc dont on ne connaît pas le. Je suis sûr qu'il y a un lien, puisque pour moi, c'est un homme du Mossad qui a été envoyé au Maroc, donc certainement avec la bénédiction de la classe politique israélienne, des dirigeants de l'époque qui n'étaient pas Netanyahou. À l'époque où il est arrivé au Maroc, c'était la gauche qui était au pouvoir, c'est-à-dire Yitzhak Rabin et Shimon Peres. Et d'ailleurs, Shimon Peres et Yitzhak Rabin ont visité le Maroc en 1986. Donc, et Azoulay venait d'arriver depuis 3 ou 4 ans. Voilà. Donc, évidemment, je ne connais pas, c'est dommage, j'aurais voulu connaître mais c'est un homme très, je suis sûr, voilà, très bien introduit dans les cercles dirigeants israéliens, sionistes, etc. Voilà. Merci. Merci, monsieur Cohen. Ali, je te libère. Ouais, vas-y. Monsieur Cohen, juste pour clôturer, pour pas dire qu'on a parlé encore une fois du Maroc voilà. Qu'est-ce que vous pensez, en quelques mots vite fait, puisqu'on est en fin d'émission, vous êtes peut-être un petit peu fatigué, monsieur Cohen, je ne veux pas vous retenir plus. Un petit mot quand même sur la loi au Parlement algérien concernant la de la colonisation, la loi votée en Algérie. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez nous dire 2 mots là-dessus et comment elle a été bien sûr entendue ici en France. Hein. On a pu voir des réactions dans les médias et tout ça. Non, d'abord pour moi, elle n'a aucune portée pratique. C'est-à-dire, par exemple, cette loi peut dire la colonisation est un crime, il faut payer les réparations. Bon, eh ben, ces réparations, la France ne va pas les payer. Voilà. Donc, en fait, c'est symbolique, mais c'est le symbole d'une dégradation des rapports entre les pouvoirs actuels français et algériens. Voilà. C'est-à-dire que on pensait que ça pouvait aller dans le sens d'un apaisement, mais à mon avis, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, parce que c'est une loi qui pour moi, en tout cas, je ne vois pas ce qu'elle peut avoir, ce qu'elle peut apporter d'autre que que gêner ou que rendre plus difficile les relations futures ou empêcher ou rendre difficile une normalisation. Voilà. C'est une loi qui a peut-être comment dire, qui a peut-être son utilité, enfin, sa valeur historique. Mais pourquoi maintenant alors que c'est une loi qui ne débouchera sur rien de concret. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que… Elle pose les bases, monsieur Cohen, pour l'avenir avec les prochaines échéances électorales en France. Hein. Oui, mais quand on criminalise, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer dessus, du moins c'est comme ça que j'ai compris, c'est-à-dire pour réclamer
des choses sur la base de cette loi, des réparations, des indemnités ou des prises de position officielles sur la colonisation, etc. Or, des prises de position officielles, il y a déjà eu. Même Macron en 2017 avait dit, enfin je crois avait dit, j'ai oublié la formule, mais il a qualifié la colonisation de quelque chose de très... bon, j'ai oublié l'expression exacte qu'il a utilisée, donc je ne voudrais pas prononcer quelque chose qui pourrait être faux, mais disons, enfin une condamnation, voilà, c'était une condamnation. Et donc, je ne vois pas l'intérêt pratique d'adopter cette loi aujourd'hui, si ce n'est pour lancer un message aux autorités françaises actuelles du genre, bon, la normalisation, ça attendra, voilà. Oui, enfin, oui, alors on est en fin d'émission, oui. M. Cohen, je vais pas trop m'attarder là-dessus, on en reparlera éventuellement la semaine prochaine. Mais c'est une question intéressante, cette loi qui a été votée, adoptée, symbolique, effectivement, mais qui a quand même, il y a quand même des choses intéressantes dans cette loi. Le passé colonial français a laissé quand même quelques traces. Voilà, monsieur Cohen, en tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Et pour cette dernière de l'année 2025, qu'est-ce que vous nous souhaitez de bon pour l'année 2026? Ben écoutez, moi, je vous souhaite que le destin soit généreux avec chacun d'entre vous et avec moi et avec Wari. Et voilà, mais le destin est capricieux, hein. Alors, des fois, il distribue des bonnes choses, des fois des moins bonnes choses. Eh ben, on prendra ce qu'il nous donnera, voilà, avec bonne humeur et avec courage. Et voilà. Mais vous savez, quand il y a des gens qui disent on espère la paix, moi je suis moins optimiste sur ce plan-là. Voilà. Très bien. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente fin d'année et puis on se retrouvera en début d'année et j'espère vous retrouver en excellente santé, M. Cohen. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Allez, Ciao. que la paix soit sur vous. Bonne soirée, M. Cohen. Au revoir. Bonsoir. Voilà les amis, on a clôturé cette dernière chronique de l'année. C'était un plaisir de vous avoir ce soir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Altitude YouTube pour revoir l'entretien. Altitude, c'est simple, comme bonjour. Abonnez-vous, partagez un maximum et vous pouvez aussi soutenir la chaîne avec le petit bandeau en bas. Merci à tous, que la paix soit sur vous et on se retrouve en 2026, vendredi prochain. Salam alaikum.